Dans ce nouvel épisode, l'INIR revient sur les points clés de sa dernière lettre mensuelle avec un éclairage sur le travail de reconnaissance et de réparation mené auprès des personnes victimes dans l'Église. Bienvenue sur les podcasts de l'INIR en partenariat avec le collectif Voix libérée. Bon, décortiquons tout ça. Que se passe-t-il quand l'organisme de secours le plus sollicité par des victimes décide soudainement de fermer ses portes aux nouvelles admissions en plein pic de demande ? C'est exactement la situation paradoxale à laquelle on assiste avec l'INIR en ce moment. L'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, on est d'accord ? C'est ça. L'instance qui est chargée d'accompagner les victimes de violences sexuelles dans l'Église. Aujourd'hui, on plonge en profondeur dans leur lettre d'information d'avril 2026 pour décrypter ce tournant historique. Notre mission, c'est de comprendre pourquoi l'INIR n'acceptera plus de nouvelles demandes après le 31 août. Surtout que cette fermeture fait suite à la décision des évêques de créer un tout autre système de leur côté. Voilà. Et forcément, sur le terrain, ça génère énormément de colère et d'incompréhension chez les victimes. C'est normal. Cette réaction s'explique par la peur du vide. Mais le document insiste d'abord sur un principe de continuité qui est très clair. C'est-à-dire ? Pour les 1859 personnes qui s'étaient déjà adressées à l'instance, rien ne s'arrête. Dans les faits, les deux modèles vont temporairement coexister. Le temps que tous les accompagnements en cours soient terminés, quoi. Tout à fait. Ce principe de continuité est rassurant, certes. Moi, j'avoue que je suis restée un peu perplexe sur le timing. Changer de système maintenant, c'est un peu comme essayer de remplacer le moteur d'un avion en plein vol alors que de nouveaux passagers essayent de monter. L'image est bonne, ouais. Surtout avec les chiffres de 2025 qui sont juste spectaculaires. On a une hausse de 35% des demandes, genre 270 requêtes sur l'année. Et même 21% de saisines qui sortent du périmètre initial de l'instance. Mais oui! Du coup, pourquoi freiner le dispositif face à une telle urgence ? C'est quand même super contre-intuitif. Moi-même, j'étais fasciné par ce point, mais faut regarder sous la surface de ces statistiques. Ce qui se joue ici, c'est une transformation du profil même des victimes. Comment ça ? L'âge moyen des personnes qui sollicitent l'instance a chuté drastiquement. Il est passé de 64 ans en 2022 à 56 ans en 2025. Attendez, une baisse de 8 ans sur une période aussi courte, c'est pas anodin du tout. Pas du tout, non. Si l'âge baisse autant, ça veut dire qu'on parle de faits beaucoup plus récents, et donc que les auteurs de ces actes sont potentiellement encore en vie. On touche en plein cœur du sujet là. L'instance observe une vraie bascule. On passe d'une dynamique de simple réparation historique à la possibilité d'apporter de véritables réponses judiciaires. Ah ouais, des réponses pénales directes. Exactement. Et ce fameux pic de demande en 2025 qui sort pas de nulle part. Les récentes révélations sur les violences dans l'enseignement catholique ont agi comme une onde de choc. Ça a réactivé les traumatismes et poussé de nouvelles personnes à parler, quoi. C'est exactement ça. Mais tu vois, c'est ça qui rend cette transition vers un nouveau système interne encore plus risqué à mes yeux. On a genre 60 collaborateurs à l'INIR. Qui ont passé 5 ans à construire une expertise de pointe, ouais. Voilà, une expertise clinique et juridique unique. Transmettre tout ce bagage à un dispositif recréé par l'institution même qui a engendré la crise. Ça ressemble à une recette pour un désastre. Bah ouais, totalement. Comment on s'assure que ce savoir disparaisse pas du jour au lendemain ? L'INIR a anticipé ce risque d'évaporation. C'est tout l'enjeu de leur journée de restitution prévue le 22 septembre 2026. Ils vont faire quoi concrètement ce jour-là ? L'idée, c'est pas juste de rendre les clés, mais de léguer un véritable corpus scientifique. Ils vont y présenter 3 études universitaires majeures. J'ai vu ça. Sur le sentiment de justice et sur l'état psychique des victimes, c'est ça ? Oui, et la 3e, c'est une comparaison stratégique avec les modèles suisses et belges. Moi, ce qui m'a vraiment frappé dans leurs recommandations, c'est la condition qu'ils posent pour l'avenir. L'immersion. C'est ça. Ils invitent les responsables du futur dispositif à venir en immersion à l'INIR, mais ils exigent qu'ils soient au préalable totalement détachés de l'institution ecclésiale. L'objectif est hyper clair. C'est de forcer la nouvelle structure à sortir de son entre-soi. Sans cette immersion neutre, les leçons du terrain risquent d'être avalées par les vieilles habitudes. La véritable indépendance, ça s'observe de l'intérieur, quoi. Ça se décrète pas. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au final ? L'INIBIR, qui est né d'une crise après le séisme du rapport SIAZ, termine son cycle de nouvelles admissions. Tout en sécurisant les 1859 personnes déjà prises en charge, oui. À une plus grande échelle, ça montre que toute structure d'urgence est destinée un jour à se transformer en réponse durable. À condition, bien sûr, que la nouvelle institution soit capable d'absorber l'exigence de son prédécesseur. C'est le vrai défi. Ce qui nous amène à une question fondamentale pour terminer.
Si les instances indépendantes créées dans l'urgence finissent inévitablement par laisser leur place à des systèmes réintégrés par l'institution, C'est le grand paradoxe, oui. comment garantir la confiance des victimes sur le long terme sans dépendre perpétuellement de contre-pouvoirs externes? INIR écouter, reconnaître, réparer. Un podcast pour faire entendre les voix longtemps restées silencieuses. Si vous souhaitez saisir l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, vous pouvez écrire à l'adresse suivante: contact@inir.fr ou envoyer un courrier à INIR 41, boulevard du Montparnasse, 75 006 Paris.